Plus ça me plaît. Ce magnifique spécimen est un caïman à lunettes. Je suis fasciné par la manière dont les animaux ont su évoluer pour mieux chasser. Leurs bouches sont tapissées de dents tranchantes comme des rasoirs. Mieux s'affronter. Ça y est, c'est parti. C'est le prédateur ultime. Et mieux se défendre. Je prends tous les risques pour aller à la rencontre de ces animaux. Oh là! Et s'ils peuvent nous sembler effrayants? Oh la vache! Pour eux, être féroce, c'est une question de survie. C'est le poisson le plus venimeux du monde. Aujourd'hui, je suis au Guyana, en Amérique du Sud. Je vais explorer une forêt remplie de prédateurs féroces. C'est la nature dans toute sa splendeur. Je vais faire connaissance avec un caïman noir et avec la plus grosse araignée du monde. Parfois, elles n'ont qu'une envie, c'est de mordre. Dans cet univers où seuls les plus forts survivent, le mot d'ordre est de tuer pour ne pas être tué. Je m'appelle Steve Backshall et je vous emmène dans mes aventures sauvages. Je suis à Georgetown, la capitale du Guyana. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce pays hors des sentiers battus. C'est délicieux. C'est l'une des régions sud-américaines les moins explorées par l'homme. Ici, même les poissons vendus au marché ont l'air féroces. Waouh! Regardez-moi ça. Vous devez être content quand vous en attrapez un. Ouais, c'est la fête. Ils sont bons? Bien sûr, oui. C'est vrai? C'est très bon. Ça se cuisine comment? En friture? Oui, on les fait frire avec du curry. On peut les couper en steak, c'est très bon. Ça vous semble peut-être paradoxal, mais on peut apprendre beaucoup de choses sur la faune sauvage dans ce genre d'endroit. On y trouve énormément d'espèces de poissons locales, à la fois d'eau douce et d'eau de mer. Le plus gros poisson que vous ayez jamais vu faisait quelle taille? Environ 6 mètres ou 12 mètres. 12 mètres? Oui. C'est difficile à croire, mais dans les marchés locaux, on découvre parfois de nouvelles espèces de poissons dont personne ne connaissait l'existence. En me promenant, je me dis « Tiens, c'est nouveau ça. Ce n'est pas une espèce connue. » Ça va? Mais je ne suis pas venu au Guyana pour voir des poissons sur des étals. Je veux observer des animaux bien vivants. Et ce pays abrite certaines des créatures les plus féroces de la planète. C'est parti! Direction la forêt. Le Guyana est presque 3 fois plus petit que la France et la forêt tropicale occupe les 3/4 de sa superficie. Je parcours 550 km pour atteindre une région très isolée près de la rivière Rupunini. Le nom Guyana signifie la terre des eaux abondantes en langue arawak. Dans ce pays, on trouve plus de 1500 cours d'eau, ainsi que des anacondas, des piranhas, des jaguars et d'autres prédateurs redoutables que j'espère croiser. C'est vraiment formidable. Si je sautais en parachute maintenant, j'atterrirais sans doute dans un endroit complètement vierge. Aucun être humain n'y aurait mis les pieds avant moi. Je trouve ça génial que ce soit encore possible au XXIe siècle. Et c'est pour ça que le Guyana est un de mes pays préférés. C'est ici que je vais passer les 9 prochains jours, au cœur du territoire des animaux sauvages. Cette rivière est la source d'énergie vitale de la forêt tropicale. Mais de nombreux dangers rôdent sous la surface. Imaginez que vos enfants jouent à proximité de l'un des prédateurs les plus puissants de toute l'histoire de notre planète. Cette dangereuse créature traque ses proies sans pitié depuis le temps des dinosaures. Il s'agit du caïman. Ce reptile est le plus grand prédateur d'Amérique du Sud. Certaines espèces peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long et leur morsure est d'une puissance phénoménale. Le caïman reste souvent caché pendant la journée, mais au crépuscule, il sort de l'eau pour chasser. Et il est affamé. Je cherche un spécimen de caïman noir, le plus grand et le plus redoutable de tous.
Je suis avec Fernando. Il travaille pour une organisation sociale et écologique et il connaît bien le danger que représentent ces reptiles. Les caïmans ont déjà craqué 2 de nos bateaux. Alors on a renforcé celui-ci avec de l'acier. Craqué, c'est-à-dire? Ils ont percé les bateaux avec leurs dents. Depuis plus de 10 ans, Fernando et son équipe surveillent et protègent les caïmans noirs de la région. Cette espèce a failli disparaître à cause de la chasse. J'espère qu'on va en trouver. Ce soir, nous recherchons un spécimen particulièrement grand, que des villageois ont repéré. Nous devons l'attraper, le mesurer et lui implanter un émetteur GPS. Je ressens une sorte de peur ancestrale tout à coup. Il fait nuit noire et je sais que je suis entouré de dangereux reptiles. On se croirait presque dans un film d'horreur hollywoodien. Les caïmans sont presque invisibles pendant la journée, mais on les repère facilement dans l'obscurité. Beaucoup d'animaux nocturnes ont une membrane spéciale qui reflète la lumière à l'intérieur du globe oculaire, ce qui leur permet de mieux voir dans le noir. Alors, quand on éclaire directement un caïman, on aperçoit un reflet rouge très brillant dans ses yeux. Ça permet de le repérer facilement. On se déplace le long de la berge, et si je vois quelque chose, j'essaierai de l'attraper. La perche est assez longue? Oui, c'est la longueur idéale. Ça y est, j'en vois un. Super! C'est parfait, c'est vraiment parfait. Je vais attendre qu'il se calme un peu. Ensuite, j'essaierai de le prendre avec mes mains. Voilà. Bien. On trouve plusieurs espèces de caïmans dans la région. Et ce magnifique spécimen est un caïman à lunettes. Non, reste là. C'est bon, je l'ai. Il a une force incroyable pour un animal de cette taille. La preuve, il m'a échappé des mains alors que je le tenais bien fermement. Il a beau être petit, je suis presque incapable de l'immobiliser à main nue. Mais notre mission ne concerne pas les caïmans à lunettes, alors je le relâche sans le mesurer. Celui qui nous intéresse est assez gros pour ne faire qu'une bouchée de ce petit spécimen. Il y en a beaucoup ce soir. Oui. Nous cherchons pendant 3 heures le gros caïman qu'on nous a signalé. J'en vois un là-bas. Il faut qu'on s'approche. C'est un gros. Attention, attention! On vient d'en attraper un. C'est bon, on le tient. Il est énorme. Bien joué, Fernando. C'est génial. Très belle prise. C'est bon, c'est bon. C'est un très gros caïman noir, sans doute un mâle. Fernando lui a passé la corde exactement comme il faut. Oh, regardez-moi ça. On doit attendre qu'il se fatigue un peu. Ensuite, on pourra l'amener sur la berge et le mesurer. Vu comme ça, c'est un peu violent. Mais pour notre sécurité à tous, y compris la sienne, il faut absolument qu'il perde un peu de son agressivité. Oh là! Pour l'instant, il essaie de percer le bateau avec ses dents. Ça alors, c'est vraiment un géant. Ensuite, nous devons neutraliser son arme principale, cette terrible mâchoire. C'est l'une des caractéristiques les plus extraordinaires des crocodiliens. Sa mâchoire est immense. C'est une structure osseuse qui se ferme avec énormément de force, grâce aux muscles situés ici. Mais les muscles qui lui servent à ouvrir la gueule sont beaucoup plus faibles. On peut donc maintenir sa mâchoire fermée avec quelques tours de ruban adhésif. Même un énorme caïman noir ne peut rien faire contre ça. Il s'est bien défendu. Oui, c'est clair.
Qu'est-ce qu'il est lourd. Maintenant que sa mâchoire est bloquée, il se tient tranquille et ne nous attaque plus. On commence par la tête. 58 cm. En général, si on prend la longueur de la tête et qu'on la multiplie par 7, on obtient la longueur totale de l'animal. Il devrait donc mesurer, je dirais, 4 mètres. C'est ça, 3,90 m. Ouais? Oui. C'est énorme. Il fait plus de 2 fois ma taille. C'est un privilège de le voir d'aussi près. L'organisme des crocodiliens n'a quasiment pas changé depuis plus de 200 millions d'années. Il est parfaitement adapté pour traquer sa proie sans être vu. Il y a un détail que je trouve formidable chez les crocodiliens. Tous leurs organes sensoriels sont situés sur le dessus de la tête. Les narines sont ici, les yeux sont là, évidemment. Et si on regarde attentivement, on voit une troisième paupière qui s'ouvre horizontalement, sous les deux autres. Elle est conçue pour protéger l'œil quand l'animal est sous l'eau. Et enfin, les oreilles sont juste ici. En gardant uniquement cette partie de la tête au-dessus de l'eau, il peut faire fonctionner tous ses sens. Et les autres animaux ne peuvent pas le voir, parce que presque tout son corps est caché sous l'eau. Super. On le relâche maintenant? Oui. Pour moi, c'est l'une des plus belles créatures de la planète. J'espère qu'il va bien vouloir retourner dans l'eau. Attention. Ouais, je le surveille. Il n'a pas l'air pressé de partir. Il faut qu'on le pousse gentiment. Oh! Il m'a donné un coup avec sa queue. Voilà, il s'en va. C'est magnifique de le voir se déplacer. Vous voyez, il peut passer d'une immobilité totale à une attaque fulgurante en une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il est aussi dangereux. Incroyable. Il a failli me faire tomber dans l'eau. C'est le deuxième jour de mon expédition au cœur du Guyana. Attention! Aujourd'hui, je fais équipe avec Brian et Magnus. Nous partons à la recherche d'un prédateur aquatique survolté dans une région particulièrement isolée. On va remonter la rivière jusqu'à un endroit où presque personne ne va. J'ai vraiment l'impression de partir à l'aventure. Mais un peu de confort, ça ne fait pas de mal. Bonjour. Bonjour. Tu vois des poissons? Ouais. De quelle espèce? Un poisson-chat. Un poisson-chat? Ouais. C'est vrai? Tu peux l'attraper pour moi? J'aimerais bien le voir. Mais ce n'est pas un poisson-chat. Il est trop petit. On est venu ici cette nuit et on a attrapé un caïman noir de 4 mètres de long juste là, à une centaine de mètres. Nous allons remonter le Rupununi vers le sud pendant 9 heures, puis nous installerons notre campement au bord de la rivière Mapari. Nous sommes en pleine saison sèche. Le niveau de l'eau est très bas, ce qui complique notre voyage. On aperçoit des eaux vives et des rochers devant nous. Ce sont des rapides. On ne va pas pouvoir les traverser avec un bateau comme le nôtre. Il va falloir quitter notre embarcation et la tirer le long de la berge. Prêt? Ouais! Bravo tout le monde! Je descends. D'accord? Nous faisons une pause à mi-chemin de notre trajet. Brian veut me montrer un très gros insecte dont je me méfie particulièrement. Ils ont trouvé un arbre avec un petit trou entre les racines. C'est le repère de l'une des créatures les plus féroces de la planète. Pour la faire sortir, il suffit de taper sur l'arbre.
Et voilà. 1, 2. C'est la plus grosse espèce de fourmi au monde. Paraponera clavata. Il faut l'approcher avec beaucoup de prudence. Et je suis bien placé pour le savoir. On la surnomme la fourmi balle de fusil. Parce que sa piqûre est aussi douloureuse qu'un coup de feu. C'est vraiment horrible. En 2008, j'ai participé à une cérémonie d'initiation tribale en Amazonie. C'était l'épreuve des fourmis balles de fusil. Mes gants étaient remplis de ces terribles petites bêtes qui m'ont piqué sans arrêt pendant 10 minutes. C'est la piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. La souffrance est devenue de plus en plus atroce, même après avoir retiré les gants. Pendant 24 heures, il est presque impossible de penser à autre chose. Tout votre corps est envahi par la douleur. Mais ce sont de magnifiques créatures avec un côté un peu préhistorique. Il faut savoir qu'elles n'utilisent pas cette arme redoutable pour chasser. Leur piqûre n'est qu'une méthode de défense. Elles s'en servent pour protéger leur fourmilière. Leur venin a évolué pendant des dizaines de millions d'années pour atteindre son stade le plus pur et infliger la pire douleur possible aux grands mammifères comme moi. Si un tapir ou un ours s'intéresse de trop près à une fourmilière, il suffit d'une seule piqûre pour lui faire passer définitivement l'envie de recommencer. Elle est stupéfiante. Une fourmi qui a la capacité de faire pleurer un être humain adulte, c'est vraiment exceptionnel. Nous poursuivons notre chemin vers le sud, à la recherche d'une créature aquatique qui paralyse sa proie en lui administrant une violente décharge électrique. On se dirige vers cette montagne. C'est là qu'on va installer notre campement. Oh, c'est magnifique. L'eau est si limpide qu'on voit parfaitement les poissons sous la surface. Ces arbres sont tombés en travers de la rivière et ils ralentissent notre progression. Mais ils sont très importants pour le bien-être des animaux marins. Quand ils s'effondrent, beaucoup d'insectes et d'invertébrés viennent s'y installer. Ils servent de nourriture aux petits poissons qui sont ensuite mangés par des poissons plus gros. C'est la chaîne alimentaire de la rivière. Et hop, attention à la tête. C'est parti, accrochez-vous. Oh là! Bon. J'ai rien pu faire. Je suis pas assez lourd. On a transformé notre embarcation en balançoire. On a dû pousser et tirer le bateau un nombre incalculable de fois aujourd'hui. Au début, c'était amusant, mais la nuit va bientôt tomber. Si on doit faire ça dans le noir, ce sera beaucoup moins drôle. Grosse journée. Grosse journée. Cela fait 9 heures que nous sommes partis. Là, ça me semble bien. On campe ici. Juste à temps. Ouais. Bravo, capitaine. Bien joué. Merci beaucoup. C'est le paradis. J'adore. La nuit tombe vite dans la forêt et la journée a été longue. Je crois que c'est le plus beau coin de forêt tropicale que j'ai jamais exploré. Oui, c'est un endroit superbe pour ce qui est de la faune. Et je pense que tu es la première personne à venir ici pour observer les animaux sauvages. Par rapport à mon pays, où la nature ne représente pas une grande menace, on dirait que la forêt tropicale est remplie d'animaux dangereux. On va veiller sur toi. C'est vrai? Vous allez veiller sur moi? Oui, oui, oui. Ça me rassure de savoir que vous êtes là pour me protéger. Je suis content que Brian et Magnus soient avec moi, surtout quand je pense à l'animal que nous cherchons. J'ai des images d'archives assez rares que je voudrais leur montrer. J'ai apporté une vidéo. Regardez bien ce caïman qui plonge dans l'eau. C'est l'une des créatures que je redoute le plus. L'anguille électrique.
À ton avis, qu'est-ce qui se passe, Brian? Le caïman attaque l'anguille. Mais il va apprendre à ses dépens que l'anguille est plus dangereuse que lui. Vous avez déjà vu des caïmans manger des anguilles? Oui, ça arrive. Ça arrive. Ouais. En émettant une décharge électrique, cette anguille est capable de paralyser ses adversaires, voire même de les tuer. Ce caïman a eu de la chance de s'en tirer. On voit le reptile trembler sous l'effet de la décharge électrique. Apparemment, c'est suffisant pour le faire fuir. Il a l'air très perturbé. C'était un affrontement plutôt intense. Au cours de son évolution, l'anguille électrique a acquis une capacité incroyable pour préserver sa survie. Elle peut administrer une décharge de 550 volts, soit 3 fois plus qu'une prise de courant classique. Ce voltage est suffisamment élevé pour que le cœur humain cesse de battre. Les anguilles électriques chassent la nuit. Alors, au lieu de profiter d'un sommeil récupérateur, Brian et moi partons à la recherche de ce terrible prédateur. Nous espérons en voir un chassé de nos propres yeux. Tu n'as pas peur de mettre les doigts dans l'eau, Brian? Pas vraiment. Tu n'as jamais reçu une décharge électrique de la part d'une anguille? Si, une fois pendant que je vidais un poisson. L'anguille s'est approchée, elle a touché le poisson, pas mes mains, mais j'ai quand même senti la décharge. Et ça faisait quoi comme sensation? J'ai senti le courant électrique. Il était très intense. Oui. Je l'ai senti passer dans tout mon corps. Ça m'est arrivé aussi sur une autre rivière du Guyana. Je me suis pris une décharge tellement forte que je suis tombé à la renverse. Je me suis retrouvé allongé par terre. On ne peut pas voir l'électricité produite par les anguilles. Alors j'ai prévu un dispositif qui devrait nous permettre de l'entendre. C'est un voltmètre connecté à un ampli et un haut-parleur. Je vais le plonger dans l'eau et attendre. Si une anguille approche et qu'elle émet de l'électricité, le voltmètre va capter la différence de tension et on entendra un petit bruit dans le haut-parleur. Au bout de plusieurs longues minutes, tu entends ça? L'appât préparé par Brian semble fonctionner. C'est une anguille. Elle passe juste en dessous de moi. Regardez, elle est là, tout près de la surface. Regardez-moi ça, c'est génial. C'est incroyable. Je dois avouer que la nuit, quand les anguilles chassent, je n'irai dans l'eau pour rien au monde. Ça y est, je la vois bien. Wow! Il fait trop sombre pour voir clairement ce qui se passe, mais l'anguille vient de paralyser un poisson grâce à une décharge. Heureusement que mes doigts n'étaient pas dans l'eau à ce moment-là. Vous avez entendu ça? Elle vient d'envoyer une autre décharge au poisson. Son corps se tord brusquement quand elle émet de l'électricité. Et on l'a immédiatement entendu dans le haut-parleur. C'est comme ça qu'elle immobilise ses proies. C'est incroyable! C'est l'une des capacités les plus extraordinaires qu'on puisse trouver dans la nature. Ça force le respect. On vient de voir une anguille électrique chassée. Qui peut en dire autant? C'est génial! Maintenant qu'il fait jour, je vais tenter de vivre l'une des expériences les plus dangereuses en matière de faune sauvage. Je vais nager avec des anguilles électriques. Je ressens une véritable appréhension à l'idée de plonger dans cette rivière. C'est un milieu effrayant et mystérieux. Et en plus des anguilles, je risque de tomber sur des raies venimeuses, voire même sur des caïmans. Les anguilles chassent rarement la journée, alors elles ne devraient pas m'attaquer. Mais si cela arrive malgré tout, la moindre décharge électrique pourrait bien m'être fatale. Après 1 heure de recherche, une anguille surgit enfin, juste devant moi. Oh, j'y crois pas. C'était vraiment incroyable. D'autres anguilles approchent, attirées par le faible courant électrique de mon appareil photo.
C'est un peu stressant quand on sait à quel point elles sont dangereuses. C'est comme un gigantesque aquarium tropical. Je suis un peu gêné par les dizaines de poissons minuscules qui viennent me mordre les uns après les autres. Ça ne fait pas très mal, mais comme je suis sur mes gardes à cause des anguilles électriques, ça me fait sursauter à chaque fois. Ces redoutables prédateurs se déplacent en ondulant de manière gracieuse et hypnotique. C'est fascinant. Malgré leur potentiel meurtrier, je crois que c'est l'une de mes rencontres les plus marquantes, peut-être même l'une des plus merveilleuses. J'arrive à la moitié de mon aventure au sein de la forêt tropicale du Guyana. Il me reste encore 2 prédateurs féroces à trouver. C'est surtout pendant la nuit que la forêt prend vie. C'est un véritable orchestre de grenouilles, de cigales, de grillons. Mais dès que le soleil se lève, tous ces bruits disparaissent. On profite alors de ce silence incroyablement paisible. Je passe une bonne partie de ma vie dans des forêts de toutes sortes. Et je crois que celle-ci est la plus belle de toutes. C'est la forêt de mes rêves. Il est presque midi. Nous avons quitté notre campement au bord de la rivière Mapari pour nous lancer à la recherche de la plus grosse araignée de la planète. Mes camarades Brian et Magnus connaissent un endroit où on a de bonnes chances d'en apercevoir. Oula, ça doit faire mal. Vous avez entendu? C'était flippant. Il faut faire très attention à ça dans la forêt. Avant d'installer son hamac, on doit toujours vérifier l'état des arbres juste au-dessus. Une grosse branche morte comme celle-là peut peser plusieurs centaines de kilos. Si on la reçoit sur la tête, c'est terminé. Par là. Venez voir. C'est quoi? Magnus a repéré quelque chose. Oh, génial. C'est un serpent. Il est là? Ouais, juste ici. Ah oui, je le vois. Attention. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il a trouvé l'un des serpents les plus venimeux du monde. C'est difficile quand on n'a pas le matériel adapté. C'est un crotal fer de lance, le serpent qui inflige le plus de morsures fatales en Amérique latine. C'est de loin le serpent le plus dangereux de cette région du monde. J'ai toujours été fasciné par les serpents, mais il faut être très prudent et très respectueux avec celui-ci. Avec ses couleurs, il possède un camouflage formidable. On dirait presque un fantôme. Mais quelque chose me dit que les apparences sont trompeuses. Maintenant que je peux l'examiner de près, j'ai l'impression que ses yeux sont différents. Je crois que nous avons trouvé un imitateur. Souvent, les serpents très venimeux sont pris comme modèle par d'autres spécimens, qui trouvent un avantage à se faire passer pour eux. Le mimétisme est une tactique très ingénieuse. Les prédateurs y réfléchiront à 2 fois avant d'attaquer ce serpent. Pour en être sûr, je dois regarder à l'intérieur de sa gueule. Les crotales fer de lance ont des crochets articulés ici. Mais ce n'est pas le cas de notre ami à écailles. À la place, il a une dent plus large. Je la sens avec mon bâton. C'est une des ruses les plus formidables qu'on peut trouver dans la nature. Donc,
Ce n'est pas l'un des serpents les plus venimeux du monde. Il est même inoffensif. Il l'est pour nous, en tout cas. Pour les grenouilles et les lézards dont il se nourrit, il est très dangereux. Pendant plusieurs heures, nous continuons de nous enfoncer au plus profond de la forêt. Nous cherchons un prédateur à 8 pattes qui vit uniquement dans cette région du monde. C'est un véritable géant au crochet incroyablement long. Il faut le voir pour le croire. Oh, je crois que c'est un terrier d'araignée. Attention, il ne faut pas s'approcher trop près. Cet endoscope va me permettre de voir si le terrier est occupé. C'est parti. Ça y est, je vois déjà de très grosses pattes poilues. Mes amis, nous avons trouvé une belle mygale. On la surnomme l'araignée Goliath. Regardez-moi ça. C'est fantastique. Le terrier est énorme. Il doit faire à peu près cette largeur. Ça vous donne une idée de la taille de l'araignée elle-même. Oh bon sang, elle m'a fichu une de ses trouilles. Elle vient de frapper la caméra très violemment. Comme si c'était une proie. Et l'endoscope a vibré tellement fort que j'ai eu l'impression qu'elle m'avait mordu. Je crois que c'est la première fois qu'un animal me fait autant sursauter. Et pourtant, ça fait des années que je travaille avec la faune sauvage. Elle a reculé tout au fond. Mais la nuit va bientôt tomber. Je pense que dans 2 ou 3 heures, elle sera à l'entrée du terrier, prête à chasser. Tandis que nous attendons le moment propice, je fais une autre découverte. Ça, c'est vraiment chouette. On dirait une araignée morte, mais c'est l'exosquelette vide d'une mygale qui a mué. Comme elles ont une carapace très rigide, elles doivent la briser pour pouvoir grandir. Elles émergent alors de cette coquille vide avec un exosquelette tout neuf. Ça devait être un spécimen énorme, regardez-moi ça. Mais le plus impressionnant, ce sont ces crochets. Waouh! Ils font chacun la longueur d'une griffe de chat. Ils sont très pointus et très résistants. C'est incroyable. Vous imaginez la puissance de la morsure qu'une araignée géante peut infliger avec des crochets pareils? Deux heures plus tard, oh, c'est elle. Elle est sortie. C'est dingue. Je sens ces crochets qui raclent sur la machette. Waouh! Heureusement que je n'ai pas essayé de la toucher avec mon doigt. Non, reviens. Elle ne veut pas trop s'éloigner de son terrier. Viens, ma belle. Elle est gigantesque. Et si elle se sent menacée, elle risque de m'attaquer. Bien. En faisant très attention, je vais essayer de la faire monter sur ma main. Elle bouge très vite. Normalement, quand elles marchent, elles sont plus lentes. Là, j'ai du mal à garder mon sang-froid. On peut sentir leur caractère et leurs intentions. Parfois, elles n'ont qu'une envie, mordre. Je vous présente la plus grosse araignée de toute la planète. Et j'ai bien failli me faire mordre. Elle a sorti les crochets, mais étonnamment, elle les a seulement utilisés pour se stabiliser sur ma main, comme si c'était une patte supplémentaire. Elle ne m'a pas mordu.
Et ça m'arrange. Elle m'aurait fait très mal. D'après ce qu'on raconte, le venin n'est pas beaucoup plus fort que celui d'une guêpe. Mais à cause de la taille des crochets, la morsure en elle-même est extrêmement douloureuse. Oh, regardez-moi ça, elle est magnifique. Vous voyez tous ces poils le long de sa patte? Ils sont très fins et très sensibles aux vibrations. L'araignée peut sentir le déplacement d'un minuscule insecte qui passe à côté d'elle. Elle a également des poils urticants à l'arrière de l'abdomen qu'elle peut lancer sur ses agresseurs pour provoquer de très fortes démangeaisons dans le nez, les yeux ou la bouche. C'est un formidable mécanisme de défense. L'arachnophobie est la peur la plus répandue chez les humains, et c'est vraiment dommage, parce qu'on dépend énormément de ces créatures. Elles se nourrissent d'insectes nuisibles qui rendraient notre monde invivable si on les laissait proliférer. Pour beaucoup, cette araignée constituerait une très bonne raison de ne jamais mettre les pieds dans cette forêt, mais moi, c'est justement pour la voir que je suis venu. Allez, ma jolie, tu peux y aller. Elle retourne dans son terrier et je vais essayer de filmer pour la première fois une araignée Goliath en pleine chasse. Avec ma caméra à vision nocturne, je vois un grillon s'approcher d'elle. L'obscurité est totale, mais elle sent sa présence. Elle attend le moment idéal. Ça alors, j'y crois pas. L'araignée Goliath peut manger des rongeurs, des lézards et des petits serpents. Ce grillon n'est qu'un casse-croûte pour elle. Son attaque était d'une vitesse fulgurante. Discrète et puissante, c'est l'araignée la plus dangereuse de la forêt tropicale. Je suis émerveillé devant cette majestueuse reine de la forêt. Le jour se lève sur la forêt du Guyana. On a choisi un emplacement idéal pour notre campement. Avec le cours d'eau à proximité, c'est parfait. Dans ma recherche des plus dangereux prédateurs au monde, j'essaie de comprendre les mécanismes d'adaptation qui leur permettent de survivre. Dans cette forêt, soit les animaux sont dangereux, soit ils font semblant de l'être. Cette petite bête s'appelle la grenouille arlequin et elle imite l'apparence des créatures les plus venimeuses qui existent. Il s'agit de grenouilles minuscules, mignonnes comme tout, dont la peau sécrète les toxines naturelles les plus puissantes de la planète. En revanche, celle-ci n'est pas du tout venimeuse. Mais tous les prédateurs la laissent tranquille, parce qu'elle ressemble à ses redoutables cousins. Elle est superbe. Mon séjour au Guyana est sur le point de se terminer. Le dernier prédateur que je veux voir est particulièrement rare et dangereux, et il chasse en meute. Nous quittons le campement et retournons vers le nord. Au bout de 50 km, au bord du Rupununi, nous nous arrêtons quelques instants près d'un lieu très spécial, Deer Pond. C'est un lac entièrement recouvert de nénuphars géants. On raconte que chacun d'entre eux est capable de supporter le poids d'un enfant. Ce lac abrite énormément de formes de vie, ça se voit. Les nénuphars servent de cachette à de nombreux animaux. C'est l'environnement parfait pour le développement de ces petits poissons. Et c'est magnifique. Nous reprenons notre route. Le dernier prédateur que j'aimerais observer est surnommé le loup des rivières. Quand il chasse en meute, il peut même s'attaquer à un caïman. Il s'agit de la loutre géante. Ces créatures peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long et elles mangent des piranhas en guise d'apéritif. Mais les loutres ont été victimes d'une chasse intensive pour leur fourrure. Et il reste moins de 5000 individus dans la nature. Elles sont farouches et extrêmement difficiles à trouver. Mais c'est mon jour de chance. Mes guides Brian et Magnus affirment que plusieurs loutres géantes ont été repérées par ici la semaine dernière. C'était quoi ça? Wow, Ouais. C'est pratiquement un toboggan creusé dans le sable.
qui part d'un grand trou sous les racines de cet arbre. C'est l'une des entrées d'un terrier de loutres géantes. Elles vivent ensemble à l'intérieur, comme une sorte de grande famille. Ça alors, on dirait presque une grotte. C'est incroyable qu'une cavité aussi grande puisse être creusée par des loutres. Cela dit, ce ne sont pas des loutres ordinaires. Elles sont immenses. Mais elles sont aussi très difficiles à voir. Je pense que le plus sûr, c'est de poser des pièges photographiques. Ce sont des caméras qui resteront allumées jour et nuit et qui se mettront à filmer dès qu'une loutre sortira du terrier. Waouh! Une odeur caractéristique de poisson flotte dans l'air. Ce sont des excréments de loutre. Ça sent vraiment fort. Ces caméras disposent d'un détecteur de mouvement. Les loutres ont des pattes palmées avec de grandes griffes. Les traces qu'on peut voir ici sont très nettes. Elles n'ont pas encore commencé à s'effacer, ce qui veut dire qu'elles sont très récentes. Je pense que ces deux-là datent de ce matin. Les pièges photographiques sont en place. Il ne reste plus qu'à faire preuve de patience. C'est mon dernier jour dans la forêt tropicale et ma dernière chance de voir une loutre géante. Je me dirige immédiatement vers le terrier pour voir si mes caméras ont fonctionné. Elle a pris 147 vidéos, ce qui veut dire que l'enregistrement a été déclenché par l'herbe qui bouge. Mince. Ça commence mal. Alors... 316 ? Oh non. Ça en fait trop. Tant pis pour les caméras. Nous allons devoir chercher nous-mêmes, à l'ancienne. Ça vous arrive d'en apercevoir sur les berges? Up the lazy river, where the old will run. Up the lazy river, the noonday sun. Après 6 heures de recherche sous un soleil de plomb, la chance nous sourit enfin. J'en vois une, elle traverse la rivière. Elle est intriguée par notre présence, on dirait. Je les vois. Elle nous regarde. Après avoir fouillé la rivière pendant des heures, nous avons enfin repéré au moins 2 loutres géantes qui se sont cachées sous cet amas de branches mortes devant nous. J'en vois une qui sort. Vous voyez, là-bas. Waouh! Là, elle revient. C'est l'un des animaux les plus difficiles à filmer. C'est très rare de les voir s'aventurer à découvert. En général, elles se déplacent sous l'eau, avec des apnées de 5 à 8 minutes. Elles peuvent parcourir plus d'1 kilomètre sous l'eau et ressortir en se cachant sous des branches mortes. C'est très dur de prévoir où elles vont refaire surface et de les surprendre. Elles peuvent émettre des couinements, des sifflements, des aboiements et des grognements. On dirait Chewbacca. C'est génial. Ces loutres ont l'air très mignonnes, mais ne vous y fiez pas. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 35 kilos et les loutres géantes n'ont aucun prédateur naturel à part l'homme. Elles ont un appétit d'ogre. Elles engloutissent environ 4 kilos de poisson par jour. C'est comme si vous mangiez 22 pizzas quotidiennement. Elles sont très féroces quand il s'agit de défendre leur famille. Et quand elles s'organisent en meute, elles sont capables de tuer de gros caïmans. Les loutres géantes sont merveilleuses. Ce sont les reines de la rivière. Elles peuvent vaincre pratiquement n'importe quel autre animal. Elles ont une force incroyable, surtout par rapport à leur taille. Quand j'étais petit, les loutres étaient mes animaux préférés. Si on m'avait dit qu'un jour, je filmerais des loutres géantes dans une rivière du Guyana, j'aurais halluciné. Je garde mes distances au cas où, mais c'est un immense plaisir d'observer ces magnifiques créatures.
Mon séjour dans la forêt tropicale du Guyana est terminé. J'ai pu voir un puissant caïman, une araignée Goliath, des fourmis à la piqûre très douloureuse et une formidable anguille électrique. Mais pour moi, le prédateur le plus féroce de cette forêt est la loutre géante, qui est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air. Elle est intrépide, intelligente et parfaitement adaptée à cet environnement redoutable. C'était un privilège de la voir de mes propres yeux. C'était incroyable! Dans le prochain épisode, je vous donne rendez-vous au Mexique. Oh oui! À la rencontre d'un crocodile américain. La moindre seconde d'inattention peut être fatale. De serpents à sonnette. Regardez-moi ça! Oula! Et de requins bulldog. J'arrive pas à respirer avec ce truc!